sujet, il nous a semblé important avec Amandine Fèvre de bien vous préciser l'objectif, le sens de cette présentation, d'autant que son titre pourrait créer une ambiguïté qu'il nous faut lever. En effet, lutter, gérer son stress n'est pas simplement une affaire individuelle, hein, un problème personnel. Il est impossible de se limiter à une seule approche individuelle, une prise en charge individuelle. Bien évidemment, il est conseillé de privilégier une démarche de prévention collective par rapport à cette thématique. Donc, en tant que service de santé au travail, nous ne pouvons que réitérer et de conseiller de réduire au maximum les causes, les sources de risques professionnels et notamment les situations à risque psychosociaux, puisqu'on sait que des organisations qui ont déjà limité ce type de risque ont leur niveau global de stress au niveau collectif qui est largement diminué. Néanmoins, nous pensons qu'il était intéressant de compléter cette prévention collective par une approche préventive individuelle, en prenant conscience notamment de ses ressources personnelles et ses habiletés émotionnelles, ce qu'on regroupe sous le vocable, la grande famille des soft skills. Dans l'idée, ce n'est pas de vous proposer, vous en doutez bien, une recette magique hein, ou la pensée magique, c'est de vous amener à avoir une réflexion, une prise en compte dans cette prévention également, de se questionner, d'identifier donc ses ressources personnelles, ses habiletés, pour mieux appréhender ce qui va parfois vous déborder dans le travail, provoquer du stress, voire des réactions excessives. Et pour cela, essayez autant que possible d'anticiper ces situations en mettant en place des stratégies pour les éviter autant que possible, voire qu'elles dégénèrent. Une petite vignette sur ce qu'on appelle les soft skills. Alors, vous avez dû en entendre parler. Je ne sais pas si vous êtes tous au même niveau d'information sur cette notion. Donc, une définition littérale, hein, on pourrait dire que ce sont des compétences douces, des compétences transversales qui ne sont pas liées forcément à un métier. Vous avez quelques exemples dans les bulles du petit schéma. Hein, c'est la créativité, l'empathie, la flexibilité, etc., qui ne sont pas à confondre avec des traits de personnalité. Ce sont donc des compétences. Qui dit compétences dit acquisition, apprentissage, évolution, alors qu'un trait de personnalité, ce sont des traits innés, stables dans le temps. Alors bien évidemment, on peut avoir un trait de personnalité qui est, comment dire, une prédisposition au développement de ce type de compétences. Par exemple, vous avez un trait de personnalité, vous êtes extraverti, on peut imaginer et seulement imaginer qu'en effet, pour l'acquisition d'une compétence douce communiquer ou savoir communiquer, ça sera peut-être plus facile. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain engouement pour cette notion de soft skills. Alors pourtant, ce n'est pas une notion si nouvelle. Hein. Il y a encore quelques années, on parlait quand même de savoir-être, qui s'en rapproche quand même assez fortement. Alors, il est probable que le contexte pandémique a joué un rôle hein, dans l'explosion un peu de ces soft skills. Hein, on l'entend beaucoup dans les phases de recrutement ou de gestion des ressources humaines. On peut imaginer qu'il y a eu une perte de repères hein, pendant le contexte pandémique. On a travaillé autrement, on a vécu aussi autrement. Pour certains, il y a eu des changements profonds, professionnels, voire de vie, avec une prise de conscience de manière très intime de la fragilité des choses, du monde, et donc ce qui a bousculé aussi pas mal de certitudes. Alors, prudence avec cette notion. Il y a un risque d'idéalisation hein, de salariés, de collaborateurs, hein, une sorte de liste à la Prévert de tout un tas de soft skills. Il faut éviter les dérives, voire des exclusions. Non, les gens ne sont pas tous créatifs et adaptables, avec un risque aussi possiblement d'imposture, hein, parce que trop de soft skills, ça peut aussi masquer des incompétences. Donc voilà pour cette introduction et un petit point vignette sur ce que sont les soft skills. Nous, on va vraiment se focaliser sur les ressources personnelles et sur les habiletés émotionnelles. Et je vais laisser la parole à Amandine Fèvre, psychologue du travail. Voilà. Donc en ce qui concerne les ressources personnelles, il y a un certain nombre de choses qui vont permettre de définir ces ressources.
Ce sont d'une part la personnalité, comme vous l'a évoqué ma collègue, le parcours et le vécu, et également la génétique. Les ressources personnelles, il faut savoir qu'elles sont uniques, elles sont propres à chaque individu et elles sont déterminées par plusieurs éléments, donc ces fameux éléments, la personnalité, le parcours et puis la génétique, qui sont 3 éléments qui vont permettre de développer certaines habiletés. Donc les habiletés émotionnelles, on va les définir une à une. On a d'une part la conscience de soi, c'est l'aptitude à se connaître, à comprendre ses pensées, ses émotions, et aussi également la capacité à reconnaître ses limites. Donc parfois, on n'a pas toujours conscience de ce que l'on est, et c'est très important aussi de savoir quelles sont ses propres limites pour ne pas faire d'erreurs et se positionner de manière adaptée dans le monde du travail. Une autre habileté émotionnelle, c'est l'empathie, c'est la capacité à analyser les émotions d'autrui et à s'identifier à lui dans ce qu'il ressent. Alors, il ne faut pas confondre empathie et compassion. La compassion, c'est une autre forme d'habileté, mais l'empathie, c'est plus la capacité à aller aider l'autre, à lui tendre la main, mais pas prendre son mal. Hein. On différencie ça, c'est-à-dire par exemple, si on voit une personne qui est en difficulté, on va plutôt lui tendre une corde, mais on ne va pas aller descendre dans le trou avec elle. Ça serait plutôt une autre forme d'habileté émotionnelle, mais l'empathie, c'est vraiment aller porter secours, aider la personne, mais tout en la responsabilisant. La maîtrise de soi, c'est la capacité à réguler ses pensées, ses émotions et ses comportements, c'est-à-dire que dans des situations tendues, on va réussir à se maintenir, à ne pas passer vers la colère, à pas craquer. Mais alors, ça dépend également de l'équilibre émotionnel qu'on peut avoir au moment d'une situation dégradée. Ensuite, on a les aptitudes sociales, donc c'est la capacité à exprimer les sentiments, les attitudes, les désirs, les opinions ou les droits en adéquation avec le contexte tout en respectant les autres. Donc c'est la capacité à échanger également avec le collectif de travail, à discuter, à concilier avec eux. Et puis, parfois, sur des situations un peu compliquées, à savoir entendre l'autre, son point de vue, et puis essayer de trouver un point d'accord avec le groupe. Une des capacités qui est importante, c'est la capacité à se faire aider, savoir aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel adapté à la situation, c'est-à-dire ne pas toujours vouloir se débrouiller seul. Dans certains cas, on ne peut pas le faire. Vous verrez, on vous donnera des exemples, mais parfois, il faut aussi savoir aller chercher l'aide d'un expert. Voilà, comme par exemple, on a une problématique de santé. Dans d'autres cas, on va aller activer un autre professionnel. Et puis 2 autres points, le sens des réalités et la capacité à prendre des décisions qui sont favorisés par un bon équilibre, mais également par nos croyances, notre état d'esprit et nos capacités de réflexion. Donc voilà. Donc pour avoir une bonne approche préventive individuelle, c'est-à-dire pouvoir alimenter ses ressources personnelles, on vous a donné quelques conseils, donc qui sont déjà de savoir identifier ses propres signaux de stress. On a une bonne partie de la population qui travaille sous stress, mais qui, à certains moments, n'arrive pas forcément à identifier quels sont les éléments qui vont faire à un moment donné, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose des limites. Donc, c'est intéressant de savoir reconnaître les signaux de fatigue, d'irritabilité, savoir s'écouter. C'est pas forcément s'écouter, c'est pas forcément une faiblesse, c'est aussi savoir reconnaître quels sont les signaux qui apparaissent chez moi et que je ne dois pas minimiser. Donc, on vous a mis un baromètre, c'est-à-dire que voilà, dans certains cas, on est dans le calme et la détente, c'est-à-dire je n'ai pas de pensée négative ni de pensée automatique, je me sens plutôt bien, et puis je veux avoir un bien-être, et puis dans certains cas, je me sens motivée, je suis dans l'action, et puis à partir du niveau 5, il y a des légères tensions qui apparaissent, des pensées négatives, mais j'arrive plutôt bien à maîtriser tout ça. Et puis à partir d'un moment, je vais passer à un niveau où je vais avoir des tensions importantes, des pensées automatiques, et ça va se refléter dans mon état d'esprit, mais également sur le plan physique et sur le plan psychologique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut arriver à identifier, arriver à reconnaître, parce que du stress chronique sur un long temps va avoir des conséquences négatives sur les situations de travail, et puis sur soi. Il faut aussi porter intérêt aux émotions. Alors les émotions, on en parle beaucoup, on ne sait pas toujours effectivement les différencier. Alors il y a 5 émotions principales, c'est important de savoir les évaluer, savoir également dans quel sens je vais. Est-ce que je suis à contresens par rapport à mes propres valeurs? Est-ce que le travail que j'entreprends correspond à ce que j'ai envie de faire? Et puis, est-il source d'émotions? Laquelle? Lesquelles? Alors, on a 5 émotions principales.
la colère, la joie, la peur, la tristesse et le dégoût. Et ce sont des émotions qui peuvent apparaître dans le cadre du travail et qu'on peut savoir identifier. C'est intéressant de savoir les identifier. Donc, en premier lieu, on a la colère. C'est une émotion qui va permettre de repousser un certain nombre de pensées négatives. Ça permet de poser des limites, ça permet de défendre son espace vital et ça permet de dénoncer des injustices. Donc, cette émotion est intéressante et permet voilà, de repousser certaines pensées négatives. On a d'un autre sens la joie, donc qui permet d'avancer, de partager, de célébrer, de se motiver, qui va apparaître dans le cas de certains projets, de certaines nouveautés, qui va permettre de pouvoir avoir de l'entrain au travail. Une autre émotion, la peur, qui, là, pour le coup, c'est par exemple effectivement une personne qui va avoir un nouveau projet, qui va être pris d'angoisse. Ça va alimenter le fait que je vais avoir peur, je vais me mettre en sécurité, je vais avoir envie de fuir le danger, je vais avoir envie de reculer. Des deux autres émotions, c'est la tristesse. Donc là, la tristesse, c'est le lâcher prise. Je me sens affligée par l'émotion que je subis. Et puis le dégoût, j'ai envie de m'éloigner, j'ai envie de rejeter, j'ai une aversion, j'ai un écœurement par rapport à ma situation de travail. Donc là, c'est important de reconnaître l'émotion qui va m'animer, de savoir la mesurer, de savoir quelle est la fréquence d'apparition, est-ce qu'elle est régulière, est-ce qu'elle est omniprésente, et est-ce que l'intensité est forte. Parfois, j'arrive pas à contenir cette émotion. Est-ce que ça arrive de manière fréquente? Est-ce que, par exemple, j'ai des pleurs réguliers au travail? Est-ce que je me sens régulièrement affligée, régulièrement dégoûtée? Est-ce que je suis régulièrement en colère? Et si ces fréquences d'apparition est importante, c'est que parfois il y a un problème et il faut savoir effectivement le réguler, savoir identifier d'où il vient. Et ça, c'est important de se poser cette question. Donc, savoir aussi avoir de l'introspection vis-à-vis de soi. Donc, un troisième point, c'est savoir évaluer son vécu, son ressenti au travail. C'est intéressant d'identifier si je suis amenée à étendre mes horaires en dehors des plages habituelles. Est-ce qu'il y a une fréquence d'apparition? Est-ce qu'il y a une durée d'allongement du temps de travail? Est-ce que j'ai la possibilité de concilier ma vie privée et ma vie professionnelle? Est-ce que j'arrive à conserver du temps pour des occupations personnelles? Donc ça, c'est important parce que ça permet, l'équilibre vie-travail, vie professionnelle va permettre de rester en accord avec soi-même et de pouvoir avoir, par rapport aux contraintes de travail, pour avoir des ressources personnelles et puis les développer un peu plus. Donc voilà, le fait d'alimenter d'autres zones que celles du travail va permettre une forme de déconnexion au travail et va limiter aussi d'autres contraintes. Est-ce que j'arrive à respecter le planning fixé dans les grandes lignes? Est-ce que je suis régulièrement en dehors des objectifs que je me suis fixés? Ça, c'est des points importants auxquels je suis amenée à pouvoir répondre parce que si régulièrement je me sens pas en phase avec mes objectifs et que j'ai l'impression d'être submergée, c'est qu'il y a un point de ressenti négatif et puis il y a possibilité que je sois en difficulté par rapport à mon activité. Et puis un dernier point, est-ce que je suis satisfait du travail accompli? Est-ce que ce sentiment est régulier ou pas? Enfin, c'est important d'identifier ses limites. Est-ce que je suis en capacité de définir mes limites? Cette aptitude, elle va correspondre à l'analyse objective des compétences. Je vais avoir, voilà, sans se sous-évaluer ou sans se surévaluer. Avant d'accepter une nouvelle responsabilité, il faut que je réfléchisse à mes propres attentes et aux raisons qui me poussent à accepter ou à refuser quelque chose. On vous a mis un exemple dans le cadre d'une montée en compétence sur des fonctions d'encadrement d'équipe. Un salarié, il sera amené à déterminer s'il accepte cette fonction, soit par conviction, donc il se sent en capacité d'accompagner une équipe dans un objectif positif de progression pour lui et le groupe, soit par nécessité ou conformisme. Cela ne se fait pas de refuser, j'ai pas envie de décevoir mon employeur et je me sens en difficulté, mais j'ai pas envie de décevoir, donc je vais accepter une mission qui finalement n'est pas en adéquation avec ce que je suis. Ou alors, est-ce que c'est pour valoriser mon image, mon ego, et ça risque à long terme d'avoir des conséquences néfastes sur le groupe, mais aussi sur le salarié. Donc avant d'accepter une situation, il faut bien réfléchir à mes propres attentes, à mes propres limites, à mes propres capacités pour ne pas me mettre en difficulté en tant que salarié, parce que, en effet, le fait de pas forcément savoir identifier ses limites va pouvoir me mettre en danger sur le long terme. C'est important aussi de prendre conscience de son état de santé, donc à 4 plans, sur le plan physique, émotionnel, intellectuel et comportemental. Sur le plan physique, si j'ai des maux de tête réguliers, des troubles du sommeil, de l'appétit ou des douleurs musculaires, il peut y avoir un problème de santé et de stress au travail.
Sur le plan émotionnel, si j'ai régulièrement de l'irritabilité, des pleurs, de l'anxiété ou de la tristesse. Et sur le plan intellectuel, si j'ai régulièrement des oublis, des erreurs, des difficultés de concentration, des difficultés à prendre des décisions, ça, c'est que mon état de santé n'est pas forcément bon. Sur le plan comportemental, ça va se retrouver avec de l'agressivité, de l'isolement social, de l'augmentation des comportements addictifs, c'est-à-dire je vais augmenter ma consommation de tabac, d'alcool, ou prendre plus de médicaments, soit pour dormir, ou éventuellement avoir recours aux drogues. Donc ça, ce sont des éléments de santé qui doivent être regardés assez régulièrement pour pouvoir évaluer le risque. Est-ce que je suis dans ces recours à ces comportements ou pas? Et si effectivement j'ai recours à ces comportements, c'est qu'il y a peut-être un problème sous-jacent, soit lié au travail, soit à d'autres problématiques. Alors, dans les conseils qu'on peut vous donner, c'est important de conserver un bon équilibre. D'une part, avec une hygiène alimentaire qui reste plutôt équilibrée. Il faut maintenir un bon équilibre alimentaire tout en veillant à conserver la pause méridienne. Il faut éviter de réaliser cette pause sur le poste de travail de manière régulière. Alors c'est vrai, si vous faites une fois une pause sur votre lieu de travail parce que vous n'avez pas fini un dossier, ce n'est pas non plus catastrophique, mais si c'est régulier, si c'est tous les jours de la semaine où je ne mange pas, je mange sur le poste de travail et je ne prends pas le temps de déjeuner tranquillement, ça peut éventuellement avoir des problématiques par la suite. C'est important aussi de maintenir une bonne hygiène physique. Alors, tout le monde n'est pas un grand sportif, hein, mais il faut veiller à maintenir des activités extra-professionnelles qui vont favoriser la déconnexion au travail. Le sport, les loisirs, la marche, le vélo, la musique, la lecture, peu importe, hein, mais avoir éventuellement recours à des activités extra-professionnelles pour permettre et faciliter cette déconnexion au travail. Enfin, on a l'hygiène cognitive qui est importante, c'est-à-dire veiller à conserver un état d'esprit positif, favoriser un discours intérieur positif, ce qui va entraîner le cerveau à préférer le positif au négatif. On sait très bien, par moment, on se laisse entraîner dans une vague négative avec effectivement des pensées négatives automatiques, on va dire on va jamais y arriver, etc. Et puis, on peut se laisser prendre par un engrenage, des fois même par le groupe, hein, qui va avoir toujours un état d'esprit négatif, et ça va un peu plomber le moral. Parce que le cerveau il a aussi besoin d'éléments positifs, de voir des choses, d'avoir des projets qui vont être plutôt positifs et d'avoir des idées beaucoup plus positives, parce que sinon, effectivement, on va être rentré dans un automatisme et dans un cercle vicieux. Donc, il faut repérer ces pensées automatiques, veiller à résoudre les préoccupations. Et sur le dernier point, le développement psychologique va être important. Le fait de pratiquer certaines disciplines permet de gérer les énergies négatives et de favoriser une meilleure écoute du corps. Donc, il y a des exemples, hein, le yoga, la méditation, la relaxation, la sophrologie, la respiration abdominale. Ce sont des techniques qui vont permettre d'abaisser le niveau de stress et permettre, à un moment donné, de faire partir toutes les pensées automatiques. Donc, ces éléments-là vont nécessiter parfois l'aide d'un tiers et c'est en ce sens qu'il faut c'est intéressant de pouvoir aller chercher l'aide de quelqu'un d'autre et l'aide d'un professionnel. Donc, être en capacité de se faire aider, soit auprès de sa hiérarchie. Si les stratégies managériales sont saines, le salarié sera en mesure de bénéficier de soutien dans le cadre de ses activités. Auprès du médecin traitant, il sera en mesure d'effectuer un bilan de santé et de conseiller sur une prise en charge adaptée. Auprès du service de prévention santé au travail, vous avez votre médecin du travail qui pourra vous conseiller et faire appel à une équipe de préventeurs selon le risque auquel vous êtes exposé, que ce soit un risque physique, psychologique ou chimique. Et puis, il est intéressant d'aller vers l'accompagnement personnel, mettre en place un accompagnement qui va être personnalisé selon la nature de la problématique rencontrée, afin d'éviter de puiser dans ses ressources et de s'effondrer. Ça, c'est le risque premier. On va passer aux ressources environnementales, qui sont les ressources que peuvent apporter votre employeur et votre collectif de travail. Alors, juste avant, il y a une petite question. Oui. Qu'entendez-vous par pensée automatique? Alors, il y a une question sur peut-être, Amandine, sur qu'entendez-vous pour les pensées automatiques, peut-être d'y répondre maintenant? Oui, alors tout ce qui est pensée automatique, ce sont des pensées en fait qui vont se générer par l'angoisse et par le stress, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation du stress et de l'angoisse dans les situations de travail, je vais avoir l'impression que je ne vais pas y arriver et je vais entretenir cette pensée automatique. C'est-à-dire que c'est une pensée qui vient
enfin, il y a une accumulation d'angoisse, et puis cette pensée va être automatisée par le cerveau, c'est-à-dire ça, c'est le cerveau qui va libérer en fait du stress et de l'angoisse, et on va avoir une pensée automatique qui va apparaître. Donc ce sont des pensées récurrentes en fait, qui apparaissent régulièrement. Je vais pas y arriver, je vais m'effondrer, je vais foutre en l'air le projet, je vais pas arriver à manager cette équipe, etc. Ce sont des pensées qui en viennent de manière très très récurrente. Alors, je vois accompagner. Alors, c'est en effet des pensées intrusives, répétitives, c'est ça, tout à fait. Je vois Lise Linigier qui évoque cet élément, c'est tout à fait ça. L'accompagnement personnalisé qu'il effectue. Alors, l'accompagnement personnalisé, ça va être en fonction de la problématique que vous rencontrez. Si elle est physique, ça sera un médecin. Si elle est psychologique, ça sera un psychologue. Dans certains cas, ça peut être un sophrologue, ça peut être un ostéopathe pour l'aide pour la partie physique. Donc, il faut toujours adapter en fonction de la problématique que vous rencontrez. Hein. Le psychologue, c'est pas toujours une nécessité. Dans certains cas, ça va l'être parce que les pensées, par exemple, automatiques vont arriver de manière intrusive, et puis je vais avoir un taux de stress qui va être très important, et je vais monter en angoisse très fréquemment. Donc, je vais pas arriver à me maîtriser. Je vais sentir qu'il y a une maîtrise de moi qui diminue, et puis je vais sentir que je vais être souvent irritable, avec des pleurs, des mouvements d'humeur, de la dépression. Et là, je vais avoir besoin effectivement d'aller chercher de l'aide. Mais en premier lieu, de toute façon, ça sera toujours avec le médecin traitant qu'il faudra faire un point. Alors, est-ce que aussi peut-être l'idée de dire, c'est qu'il y a une introspection personnelle qui peut se faire déjà au départ, hein, enfin c'est aussi le propos qu'on souhaite vous apporter, hein. Ce qu'Amandine vient de présenter, il y a une partie où par vous-même, les questions, vous pouvez vous les poser à vous-même, si je puis dire. Hein, il n'y a pas forcément à chaque fois besoin d'un accompagnement personnalisé. On va passer ensuite, alors ressources environnementales, on retourne vers la prévention collective, hein, on vous l'a dit, c'est primordial, nécessaire. On va refaire un petit point sur cette prévention collective, hein, cette nécessité de développer des mesures, des actions collectives dans les organisations. Pour rappel, l'employeur se doit d'impulser, de développer une culture qui favorise la santé mentale des équipes, hein, des collaborateurs. Pour rappel, eh bien, quelques mesures qui nous semblent essentielles à développer dans les organisations. Une des premières choses, c'est bien d'évaluer la charge de travail réelle de chacun. Et quand on parle de charge de travail réelle, on entend bien la prise en compte, et on le sait bien, c'est jamais linéaire, une journée de travail, les aléas, les pannes, les retards. Prendre en compte tous ces éléments-là, clarifier, reclarifier les missions, les fonctions, les objectifs, mais aussi les responsabilités, et dans les responsabilités, les limites, jusqu'où je vais dans ma mission. Permettre aussi, par exemple, d'élaborer collectivement des ajustements en cas de débordement, de trop plein de travail, de surcharge de travail. Autre mesure intéressante, et on encourage bien évidemment, c'est de soutenir les équipes. Et vous avez vu, on a mis les salariés, mais aussi les managers. On a bien conscience, notamment qu'en plus, pendant la période pandémique, les managers, les responsables de proximité ont eu et ont besoin de soutien. Alors, c'est être disponible déjà à l'écoute, c'est pas toujours simple aussi. C'est pouvoir apporter du soutien moral, du soutien technique aux équipes. Ne pas laisser aussi des collaborateurs, des équipes face à des difficultés, face à un problème complexe, de savoir les accompagner. Et puis, des mesures aussi à prendre en compte, c'est témoigner de la reconnaissance. Alors, bien évidemment, c'est remercier, c'est une première chose, mais il y a différentes manières de témoigner de la reconnaissance. C'est reconnaître aussi l'engagement, les efforts que peuvent faire des équipes, et même quand un objectif n'est pas atteint. Malheureusement, parfois ça arrive, malgré tout, l'équipe s'est mobilisée. Il faut savoir reconnaître les efforts. C'est consulter aussi les collaborateurs et les équipes sur des choix stratégiques, notamment quand ça les concerne directement sur des choix d'outils, par exemple. C'est informer aussi, ne pas oublier d'informer un collaborateur ou des salariés sur les suites données quant à leurs suggestions ou propositions, etc. Il y a d'autres exemples. Et puis, autre mesure aussi qui est importante, c'est donner du sens au travail.
Donner du sens au travail, c'est donner déjà les moyens aux équipes, aux collaborateurs, de faire un travail de qualité. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très, très souvent avec Amandine Fèvre. Veiller au respect des valeurs des salariés, valeurs morales, valeurs professionnelles. C'est pouvoir donner des espaces d'échange, de discussion, de débattre sur les critères de qualité au travail. Ça, c'est primordial et d'autant plus avec le contexte qu'on connaît actuellement, c'est vraiment important, hein, cette notion de sens au travail. D'autres mesures aussi peuvent être développées et mises en place. Et ça aussi, c'est important. Les changements ont été fréquents dans les entreprises ces derniers mois. C'est d'expliquer les changements autant que possible, les anticiper, mais vraiment les expliquer les tenants et les aboutissants, communiquer aussi au plus tôt sur ces changements et impliquer les salariés concernés. Nous, on a beaucoup, quand on intervient avec Amandine Fèvre, on a beaucoup de réactions d'équipes qui nous disent mais le changement nous est un petit peu tombé dessus et c'est pas toujours facile. Et en plus, pour les directions, les employeurs qui mettent en place ces changements, ils sont face à ce qu'on appelle la résistance au changement. Donc, d'où l'importance véritablement d'expliquer ces changements. Ça peut être aussi, et ça c'est important, donner autant que possible de l'autonomie auprès des collaborateurs, encourager les initiatives. Alors, donner de l'autonomie, on est bien d'accord, c'est pas dire aux gens débrouillez-vous. Hein, donner de l'autonomie, c'est encourager bien sûr les initiatives, et puis c'est laisser des marges de manœuvre aux collaborateurs, aux salariés, pour faire leur travail en fonction de leurs compétences, de ce qu'ils ont appris, de leur savoir-faire, du choix des outils aussi. Ça, c'est important et ça donne aussi du sens au travail et ça permet aussi de les reconnaître en tant que professionnels. Mettre en place aussi toute mesure pour bannir toute forme de violence dans l'entreprise. C'est important et quand on parle de violence, qu'on soit bien d'accord que c'est aussi les violences plus latentes, plus insidieuses, hein, des rumeurs, des choses qui ne sont pas, on va dire, des conflits ouverts, par exemple. Hein. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les tolérer non plus, notamment pour le management et les employeurs. Il faut absolument développer une culture de respect en affichant clairement qu'il y a des comportements, des façons de faire qui ne sont pas acceptables dans l'organisation, notamment via l'exemplarité des voire aussi, quand il faut, par des rappels à l'ordre, en intervenant aussi lorsqu'il y a des tensions ou des conflits dans les équipes, et puis aussi ne pas hésiter à agir sur les violences externes dès lors qu'on reçoit un public ou des clients. C'est vraiment identifier la cause de ces violences ou ces agressivités pour mettre en place des protocoles ou des mesures pour supprimer ou limiter ces formes de violence. Et puis, Amandine Fèvre en a parlé, bien sûr, autant que possible. L'organisation doit pouvoir faciliter la conciliation entre vie personnelle, vie privée et vie professionnelle, bien évidemment. Donc, autant que possible, adapter les horaires de travail pour faciliter cette vie personnelle. Ça se fait de plus en plus dans les entreprises. On évite des réunions qui commencent ou qui vont se terminer trop tard. On peut également informer le plus en amont possible du planning et surtout des changements dans le planning. On reste vigilant aussi sur les temps de travail, c'est important, notamment avec le développement, c'est peut-être le cas dans vos organisations, du télétravail, où on s'aperçoit que les temps de travail sont à rallonge dans certaines activités. Donc voilà quelques exemples de mesures à mettre en place au quotidien, mesures collectives, encore une fois, toujours cette prévention collective qui est primordiale. Et ce que nous allons terminer là-dessus pour faire un petit point sur cette présentation et un résumé. Donc pour faire baisser le stress, les tensions au travail, vous l'avez compris, c'est bien une combinaison d'approches préventives, donc individuelle et collective. En prévention individuelle, Amandine Fèvre vous a bien détaillé les choses, c'est prendre le temps d'identifier ses émotions,
ses habiletés émotionnelles, de repérer des signaux d'alerte, de stress, et puis notamment, vous l'avez compris, savoir demander de l'aide, connaître ses limites, c'est plutôt une force et pas une faiblesse. Mais ça ne suffit pas. Il faut absolument, absolument qu'il y ait dans vos organisations la mise en place d'une prévention collective. Donc l'organisation se doit de mettre en place un environnement de travail qui soit le moins possible créateur, générateur de situations stressantes, situations à risque psychosociaux qui peuvent impacter la santé mentale. Et l'identification de ces facteurs de risque, et cette évaluation, et vous le savez, c'est primordial, faut-il vous le rappeler, c'est même réglementaire, puisqu'il est nécessaire, dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels, de faire cette évaluation. Mais bien entendu, il ne faut pas vivre cette évaluation comme une contrainte ou un somme, mais plutôt une opportunité d'amélioration pour préserver la santé de tous. On vous remercie. On est prêt à peut-être échanger avec vous sur des… Alors, il y a deux questions. Il y a une question sur, dans le cadre d'une démarche préventive, comment anticiper, en fait, comment repérer les situations de souffrance au travail par le biais d'entretiens. Est-ce qu'on a un guide ou un fil rouge pour suivre, pour mener les entretiens d'écoute dans le cadre dans une entreprise? Alors, il n'y a pas vraiment de guide. Il y a effectivement des questionnaires qui peuvent servir, mais c'est surtout, je dirais finalement le ressenti du salarié qu'il faut aller chercher. Parce que dans certains cas, une situation posera problème à un salarié, et c'est pour ça en fait qu'on a bien mis en évidence que c'est dépendant de chaque personne et de chaque personnalité et de chaque moment de sa vie. C'est pas, dans certains cas, en effet, s'il y a une vraie prévention collective, de toute façon, il y aura beaucoup moins de risques professionnels, ça c'est une évidence. Par contre, dans le cadre des entretiens, pour repérer, ça va être toujours fonction de la personne. Donc, ce qu'il va falloir aller chercher, c'est son ressenti, savoir s'il se sent bien dans sa situation de travail. Est-ce qu'il a l'impression d'être débordé? Est-ce qu'il a l'impression plutôt de s'en sortir? Est-ce que par rapport aux contraintes de travail, il a l'impression qu'il a suffisamment de ressources? Et c'est là, effectivement, que vous pourrez identifier les situations de souffrance. Donc, ce qui est important, c'est de voir s'il y a vraiment un équilibre entre les contraintes de travail et puis les ressources personnelles et professionnelles qu'on peut lui apporter, en fait. Donc ça, c'est vraiment plutôt, il n'y a pas vraiment de guide, je dirais. Marie-Céline, on n'est pas, voilà, on peut toujours faire un questionnaire type. On peut aussi s'inspirer de la situation problème de l'ANACT, du guide de la situation de problème. C'est un des éléments d'entretien qu'on peut utiliser. Par contre, voilà, il n'y a pas vraiment de questionnaire type qui pourrait vous servir. Ce qui est important, c'est de voir un peu le ressenti, comment la personne se positionne. Est-ce que par rapport à ses attentes, elle se sent bien? Est-ce qu'elle est en adéquation avec ses valeurs? Est-ce qu'il y a de la souffrance ou il n'y a pas de souffrance par rapport au travail? Et ça, c'est vraiment ça auquel il faut répondre. Et puis, il y a une autre question sur le document unique. Bon, on y a un petit peu répondu. Est-ce qu'il peut jouer un rôle dans la mise en place d'actions? Bien évidemment, en effet. Parce que le document unique, c'est quand même le document qui va répertorier tous les risques au travail. Et dans le cadre de la prévention collective, il ne pourra pas répondre à la prévention individuelle qui, là, vous l'avez compris, est propre à chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu, à un moment donné, lorsqu'il ressent qu'il y a une inadéquation entre ce qu'il est et son travail, à un moment donné, il va falloir qu'il aille chercher de l'aide ou qu'il fasse une démarche d'introspection pour voir s'il est bien en adéquation avec ses valeurs et pourquoi il y a de la souffrance. Mais par contre, pour la partie collective, ça sera très utile de mettre à jour le document unique. Alors, voilà, en prenant en compte tous les risques, y compris les risques psychosociaux, mais pas uniquement. Est-ce que du coup, on ouvre les micros ou pas du tout? On ne peut pas? D'accord. Donc, si vous avez en effet d'autres questions, c'est par chat. Voilà, on ne peut pas ouvrir par micro. Donc, n'hésitez pas. Alors, ce n'est pas forcément des questions, ça peut être des commentaires aussi, des remarques par rapport à ce qu'on a présenté, par rapport à des points sur lesquels vous souhaiteriez qu'on revienne. Donc, on le redit peut-être pour ceux qui sont peut-être arrivés un petit peu plus, quand la présentation a commencé, c'est enregistré et l'ensemble présentation, donc le PowerPoint, mais aussi notre présentation orale, vous l'aurez normalement demain après-midi sur le site de Présence. Donc, alors, vous le retrouverez. On a encore une question. Peut-on également diligenter un audit extérieur?
pour la prévention collective, en effet, l'audit extérieur pourra permettre d'identifier les risques psychosociaux présents dans l'organisation du travail. Par contre, ça ne répondra pas à la prévention individuelle, ça c'est évident. Hein. Ça peut donner des guides, mais vous l'avez compris, hein, ce qu'on voulait faire passer comme message à travers cette présentation, ce n'était pas forcément évident, c'était pouvoir faire coïncider qu'à la fois il y a une approche préventive individuelle, c'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'individus, en tant que salariés, on doit savoir se prendre en charge et savoir quelles sont nos limites, savoir aller chercher de l'aide. Et on doit aussi avoir c'est une conjonction de bonne coordination entre mon approche individuelle et l'approche collective. C'est-à-dire l'organisation de travail va mettre à disposition aussi des outils qui vont favoriser en fait la prévention et qui vont favoriser mon équilibre personnel. Mais c'est bien deux choses qui vont se rencontrer l'une et l'autre et qui vont permettre de conserver cet équilibre. C'est vraiment le message qu'on souhaitait vous faire passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, ou d'autres remarques? Merci pour ceux qui, je vois qu'il y a des personnes qui partent. Alors en même temps, ça va assez vite. On essaye de remonter un petit peu dans le chat. Délai de réponse. Est-ce que la médecine du travail peut jouer un rôle de prévention et comment? Bien sûr, un médecin du travail a un rôle de prévention et j'ai envie de dire essentiellement de prévention. Hein, c'est déjà de vous aider, alors déjà par les visites, hein, que peut faire le médecin du travail. Par contre, vous l'avez compris, pour des questions de confidentialité, il ne peut pas détailler à l'employeur les problématiques, mais de manière plus collective, il peut vous assister, bien évidemment, pour pointer des situations problématiques et sur lesquelles vous devez travailler, bien évidemment. Hein, c'est son rôle du médecin du travail. C'est un conseil pour l'entreprise sur ces thématiques-là, sans aucun problème. Les managers à l'écoute et favorisent. Les managers à l'écoute. Il y a une question de Madame Fleury. Les managers à l'écoute et favorisant l'autonomie sont parfois taxés de faiblesse. Quel conseil? Alors, je suis un peu surprise. Vous avez dû faire remonter une expérience, alors peut-être pas personnelle, mais vous l'avez peut-être entendue. Écoutez, c'est quand même d'expliquer pourquoi de favoriser l'autonomie des salariés, l'intérêt, enfin je pense que vous l'avez compris, l'intérêt qu'un salarié déploie pleinement son savoir-faire et ses compétences. En règle générale, les résultats en qualité et en quantité sont là. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est quand même au final un travail de qualité avec des salariés qui sont plutôt contents et satisfaits de leur environnement de travail. Et ça limite fortement, alors je n'ai pas en tête une étude là qui me vient à l'esprit, mais ça donne du sens au travail et ça fidélise et ça réduit l'absentéisme de l'équipe. Et d'autre part, ça responsabilise l'individu. Donc, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, on a un peu insisté aussi sur l'empathie, c'est-à-dire que l'empathie, c'est pas aller prendre la charge de travail de l'autre, c'est plutôt lui donner des outils pour qu'il puisse en fait, pour qu'il puisse faire son travail, c'est lui donner des conseils, c'est le soutenir en fait. Hein. Et donc du coup, le fait de favoriser l'autonomie, ça va responsabiliser les individus, ça va les aider à se prendre en main en fait, à se prendre en charge, et du coup à pouvoir des fois résoudre par eux-mêmes des situations problématiques. Donc, c'est intéressant, effectivement, de toujours développer l'autonomie comme on développe l'autonomie des enfants. Ça en revient au même, c'est-à-dire que plus on responsabilise un individu, alors responsabiliser, c'est pas le mettre en difficulté, hein, c'est lui donner les outils pour qu'il fasse face à ses contraintes. Voilà, avoir de l'autonomie, c'est avoir du sens au travail aussi, hein. Donc, c'est pour ça que un petit peu surprise, parce qu'en règle générale, c'est bien vécu et les résultats sont là et dans la satisfaction des salariés et dans les résultats qualitatifs et quantitatifs du travail produit. Donc ça peut être quand même des arguments assez forts à faire remonter. Alors, a priori, nous ne voyons plus de commentaires particuliers. S'il n'y en a pas, on va peut-être en rester là.
Très bien. Écoutez, merci à vous. Merci pour votre présence, votre écoute, pour ceux qui ont contribué dans les remarques ou les questionnements. Et on vous souhaite une bonne journée à vous. Merci. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.